Aujourd'hui, dans cet épisode d'Autopsie d'une décision, je vous propose pas d'analyser la décision ou la trajectoire d'une entreprise, mais de deux. Car oui, aujourd'hui, on va parler de division d'entreprise, de trajectoire et surtout de destins très différents. Aujourd'hui, je vous propose de parler de Thomson, devenu Technicolor, et Thales. On va parler de deux frères qui sont devenus bien différents. C'est parti. Ils pensaient avoir trouvé la bonne stratégie. Ils avaient l'argent, les équipes, l'expérience, et pourtant, la suite a tourné au désastre. Salut, c'est François, et bienvenue dans Autopsie d'une décision. Ici, on parle de décisions qui ont tout changé, mais pas dans le bon sens. Vous savez, ces choix que les dirigeants prennent convaincus de tenir la bonne idée, jusqu'au moment où tout s'effondre. Et dans cette série d'épisodes, je vous amène comprendre pourquoi certaines entreprises se plantent et comment, potentiellement, éviter les mêmes erreurs. Alors installe-toi bien et c'est parti pour ce nouvel épisode d'Autopsie d'une décision. Replaçons un peu le contexte. À l'origine, il y a une entreprise nommée Thomson. Née fin du 19e siècle à peu près, c'est devenu, au fil des années et des siècles, un fleuron de la technologie française, et notamment de l'électronique. Les plus anciens du podcast se souviendront des téléviseurs, magnétoscopes, mais aussi des tubes cathodiques, et plus tard des DVD, décodeurs, box internet. Puis, au fil des évolutions et du fait de la diversité des activités, une décision est prise. Fin des années 1990, Thomson doit être scindé en deux. Et elle va l'être. Avec d'un côté l'électronique grand public, qui va devenir à terme Technicolor, et d'un autre côté, l'électronique de défense, qui, elle, va devenir Thales. Et, à ce moment, il y a vraiment deux mondes qui vont séparer ces deux entreprises, pourtant frères initiales. Parlons du premier destin, Technicolor. Technicolor, ou du moins Thomson dans un premier temps, car ça ne changera pas tout de suite de nom, Thomson/Technicolor, c'est pas seulement une histoire de marché difficile. Comme vous allez voir, c'est une histoire de stratégies successives, parfois incohérentes, très souvent ambitieuses, mais qui va finir par affaiblir le groupe. Pourquoi je vous dis ça? Revenons un peu sur ces évolutions. 1990, la séparation. Thomson est alors confronté à une concurrence asiatique féroce. C'est une montée en puissance dans ces années-là de l'électronique asiatique, à bas coût, et croyez-moi, le marché en prenait un coup. La fabrication des téléviseurs, des magnétoscopes, c'est devenu un combat perdu d'avance, face à des puissances comme les Coréens, les Japonais. Donc, face à ces réalités, la stratégie d'origine est simple. Se désengager progressivement des activités manufacturières à grand public, comme les téléviseurs, les magnétoscopes par exemple, pour se concentrer sur des segments à plus forte valeur ajoutée. Et c'est dans ce contexte qu'un homme plutôt connu dans le milieu, et notamment qui sera un ministre par la suite, Thierry Breton, va être nommé PDG. Et il va engager une transformation profonde. Sous sa direction, Thomson entreprend plusieurs grandes manœuvres pour se repositionner. D'abord, une privatisation et une restructuration du groupe. Parce que, soutenu par l'État français avec une injection de capitaux massifs, 1,6 milliard d'euros, pour tenter de redresser les finances. Ensuite, virage stratégique, vers les services numériques et les contenus, en rupture avec l'électronique grand public, comme annoncé. Mais surtout, 2001, grande acquisition.
le rachat d'une société mythique américaine, Technicolor Inc., pour 2,2 milliards d'euros. Pourquoi ce rachat? Ce rachat est censé ouvrir un nouveau chapitre, car Technicolor n'est pas seulement un fabricant de matériel, mais ça devient un fournisseur de services dans le domaine du cinéma, des effets spéciaux, de la post-production numérique et des solutions de duplication de DVD. Un pari très audacieux pour l'époque, qui mise sur la croissance des contenus digitaux et des plateformes de diffusion. Aujourd'hui, avec le recul, on se dirait banco. Mais, derrière cette vision se cache en fait une réalité bien plus complexe, et notamment financière. Effectivement, pour financer cette acquisition et poursuivre toutes ses ambitions, Thomson, qui est devenu Technicolor, va s'endetter lourdement. Et parallèlement, la transition vers les contenus numériques ne suffit pas à compenser le déclin des activités historiques. Du coup, année 2000, le groupe accumule les acquisitions spectaculaires, c'est vrai, souvent dans le secteur des médias et des divertissements, avec un espoir de consolider sa position. Quelques exemples, le rachat de Deluxe Entertainment Service Group pour renforcer la capacité de service de post-production aux États-Unis, l'acquisition de PostLogic Studio et d'autres petits studios d'effets spéciaux pour développer son expertise VFX et l'animation, et l'intégration progressive de studios comme Moving Picture Company and The Mill, des noms très prestigieux dans les effets spéciaux et la publicité. Mais ces rachats spectaculaires s'accompagnent d'une multiplication de structures, des entités très diverses et des coûts à gérer. La gestion en devient de plus en plus complexe, les synergies sont difficiles à trouver et la dette, cette fameuse dette, continue à croître. Et si vous avez déjà suivi les podcasts, notamment Autopsie d'une décision, vous savez que quand la dette s'accumule, c'est souvent pas bon. En plus, à côté de ça, les technologies évoluent à un rythme accéléré. Le DVD disparaît au profit du streaming. Le marché du jeu vidéo et de la publicité numérique se transforme aussi, avec une très très forte pression sur les prix et sur les marges. Et les investissements massifs dans la création de contenu et des technologies numériques se heurtent à des résultats financiers très décevants. Les coûts de production augmentent, les budgets sont serrés et les clients retardent leurs projets. Alors, Technicolor cherche à se recentrer, et ça de manière très régulière, mais c'est souvent de manière trop tard. Par exemple, en 2015, Technicolor vend ses activités de téléviseur. En 2018, elle cède ses activités d'impression et de fabrication de DVD. Mais, et vous le voyez venir, la dette reste trop importante. Le groupe multiplie alors les plans de restructuration, les réductions d'effectifs et tente de faire accepter au marché financier cette transformation. Le point de rupture arrive en 2002. Avec une scission des activités en deux entités bien distinctes. Technicolor Creative Studio, qui regroupe tout ce qui est artistique, créatif, effets spéciaux, animation, post-production, et Ventiva, une activité qui conserve les activités liées à la distribution, aux box internet et aux solutions de connectivité. Cette grande scission est censée apporter une clarification des activités, alléger la dette, redonner de la valeur, bref, tous les éléments qu'on peut connaître. Mais en fait, c'est une belle erreur, car aucun des deux groupes ne peut assumer à lui seul le poids financier ni se reconstruire dans un environnement serein. Quelques mois, la chute s'accélère, les investisseurs fuient, le cours de l'action s'effondre et en 2024, Technicolor Creative Studio est placé en redressement judiciaire et la vente à la découpe est inévitable. Et donc, qu'est-ce qu'on en retire? La lente décomposition de Technicolor est le résultat d'un enchaînement de décisions stratégiques.
aujourd'hui qu'on peut analyser et que on peut juger. Premièrement, un virage trop rapide vers des activités complexes et coûteuses, difficiles à adopter, et je peux en témoigner pour l'avoir vécu à mon échelle, souvent beaucoup plus impactantes financièrement qu'on ne le croit. Deuxième élément, un endettement massif pour financer les activités et les acquisitions ambitieuses. Oui, encore faudrait-il qu'il y ait une compensation, ce qui n'a pas été le cas. En plus, une diversification mal maîtrisée, une perte progressive des métiers historiques et surtout une incapacité à s'adapter durablement à la révolution numérique. Ce cocktail a transformé un très beau fleuron technologique en une entité fragile. Ce qui rend la chute encore plus tragique, c'est que Technicolor reste aujourd'hui un acteur de talent mondial. Nombreux studios primés, des très beaux films, mais ce n'est pas rentable. Et donc, en 2024, Technicolor étant placé en redressement judiciaire, il va pas y avoir de repreneur global et c'est vraiment des morceaux qui vont être vendus à droite à gauche. Aujourd'hui, Technicolor n'est plus qu'un nom, c'est une marque, c'est un souvenir. Alors oui, il reste toujours une petite survivante en Ventiva. Vous savez, la petite activité là qui a récupéré la partie box. En fait, ça reste l'ombre de Thomson. Vous allez me dire, on parle de Thomson depuis tout à l'heure, mais où en est Thales? Pendant que Technicolor s'embourbait dans des stratégies plus ou moins hasardeuses, et surtout dans une dette grandissante, Thales va suivre une autre voie. Elle va faire tout l'inverse. Elle va se spécialiser, faire de l'innovation ciblée et une gouvernance stable. D'abord, elle va fusionner avec une entreprise qui s'appelle CSF. Puis, elle va se réorienter dans les années 2000 vers des secteurs à forte valeur ajoutée. Défense, aéronautique, sécurité, cybersécurité. Là où Technicolor jouait la diversification tout azimut, Thales fait le choix de l'approfondissement et du contrôle. Et cette stratégie va reposer sur plusieurs piliers. Des acquisitions ciblées et complémentaires. Plutôt que multiplier les rachats dans deux domaines très éloignés, Thales privilégie des acquisitions stratégiques, renforçant ses positions historiques et technologiques. Par exemple, en 2023, elle va racheter une entreprise qui s'appelle Coban Aerospace Communication, qui lui a permis de consolider ses compétences dans l'avionique et dans les systèmes de communication pour l'aéronautique militaire et civile. En parallèle, autre exemple, une alliance avec Google Cloud dans le domaine de la cybersécurité a montré sa capacité à innover et à s'appuyer sur des géants du numérique. Premier pilier. Deuxième pilier, un ancrage industriel et national fort. Avec un État français actionnaire à 26% et Dassault Aviation comme partenaire clé, la gouvernance de Thales est conçue pour le long terme. Cela lui permet d'investir massivement dans la R&D, avec un budget de plus de 1,5 milliard d'euros annuels, et donc de développer des technologies de rupture. Radar nouvelle génération, satellites de communication, défense quantique. Ce soutien public garantit une certaine stabilité face aux aléas du marché financier. Troisième pilier, une organisation agile et bien structurée. Thales a su se réorganiser pour mieux répondre aux besoins spécifiques de ses clients. Défense, espace, transport, sécurité numérique. Cette spécialisation a favorisé l'efficacité opérationnelle et la fidélisation des clients. Et surtout, une maîtrise des coûts. Quatrième pilier, la culture de l'innovation et de l'excellence technologique.
Contrairement, encore une fois, à Technicolor, qui a souffert de la dispersion et des pertes de repères, Thales cultive un esprit de haute technologie et d'exigence. Elle possède des centres de recherche et fait de partenariats avec des universités dans toute la France et l'étranger, et ça fait de lui un leader mondial reconnu. Résultat, il est sans appel. En 2024, Thales emploie 80 000 personnes et génère 18,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et sa santé financière est robuste, avec une bonne croissance en continu. Et là, la comparaison avec Technicolor est saisissante. Là où Technicolor s'est perdu dans la multiplicité des activités, Thales a capitalisé sur son cœur de métier. Là où Technicolor a souffert d'une dette insoutenable, Thales a maintenu une politique financière prudente. Et là où Technicolor a été balayé par les évolutions technologiques, Thales a su anticiper et investir. On a vraiment ici affaire à deux visions et deux choix stratégiques. Alors qu'en 1999, Technicolor et Thales partageaient encore le même toit, 25 ans plus tard, l'un est devenu une référence mondiale, alors que l'autre est une coquille vide. Ça, croyez-moi, c'est capital. Ce que je veux vous montrer avec ce podcast et cette comparaison, c'est que la réussite ou l'échec d'une entreprise ne tient pas qu'à son histoire, à son secteur, mais surtout à la qualité des choix stratégiques, de gouvernance et de capacité à anticiper les transformations. Et une vision à long terme. Thales a su garder le cap, renforcé par un écosystème stable et ambitieux, alors que Technicolor, lui, a été victime de combinaisons toxiques, dette colossale, diversification mal maîtrisée et marché en mutation rapide. Mais je trouve que c'est une notion précieuse pour comprendre aussi bien l'histoire de ces deux acteurs que dans la manière dont nos sociétés doivent penser l'innovation, l'industrie et la stratégie économique. Et j'espère que ça vous fera réfléchir et prendre bien sûr les meilleures décisions pour vos entreprises ou vos activités. Voilà, c'est tout pour moi et je vous dis à la semaine prochaine. Tu l'as compris, les grandes entreprises tombent rarement à cause d'une seule mauvaise décision. C'est souvent un jeu de plusieurs facteurs très divers, comme nous l'a montré cet épisode. Mais toutefois, ça reste extrêmement instructif. En tout cas, j'espère que cette histoire t'a autant fasciné que je l'ai trouvé plein d'enseignements. Et si t'as aimé cet épisode, abonne-toi, partage cet épisode et surtout, souviens-toi, il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision. Il y a juste des prises de décision et des absences de prise de décision. L'avenir te dira le reste.